Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Face Caméra. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Michèle Giromarque, bâtonnière du barreau de Grenoble pour la période 2024-2025. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, vous êtes originaire de Chartres, vous disposez d'un important bagage universitaire. Vous avez notamment obtenu un DEA en droit pénal et sciences criminelles à Poitiers, tout en étant diplômé de l'Institut d'études judiciaires. En 1994, vous avez obtenu votre thèse avec la mention très bien sur le sujet, je cite, de la dépénalisation, un instrument au service du droit pénal. Vous êtes ensuite sorti major de promotion de l'école des avocats de Grenoble en 1997 et vous avez rejoint le barreau de la capitale des Alpes en 1998 en vous spécialisant en droit de la famille, droit pénal et droit routier. Alors pour commencer, j'aimerais tout d'abord revenir sur vos missions en tant que bâtonnière, puisque tout le monde ne sait pas forcément ce que fait un bâtonnier, une bâtonnière au niveau d'un barreau. Oui, c'est ce que j'ai découvert. Parfois, quand je suis annoncée comme étant la bâtonnière dans une assemblée, je vois des regards un petit peu interloqués. Qu'est-ce qu'une bâtonnière? Un bâtonnier ou une bâtonnière, moi j'ai décidé de m'appeler bâtonnière puisque c'était important pour moi de féminiser la fonction préfet-préfète. On a une préfète. Okay. La fonction de bâtonnier, alors c'est un mandat de 2 ans, on est élu par nos pairs. Donc les avocats, il y a une campagne, les avocats, on est élus dans le cadre avec de troupes. Et la bâtonnière a pour vous, enfin le bâtonnier ou la fonction de bâtonnier, c'est de représenter l'ordre en même temps que de le diriger et de le gérer. Alors l'ordre, c'est quoi? L'ordre des avocats et le barreau. L'ordre, c'est l'intégralité des avocats, ceux qui exercent et ceux qui n'exercent plus. Le barreau, c'est les avocats plaidants. Donc, l'ordre des avocats de Grenoble, alors il y a 630 à peu près avocats, ça dépend. Il y avait quelques-uns qui viennent de prendre de retraite. 630 avocats, on fait partie des 20 plus gros barreaux de France. On doit être le 15e barreau français. Donc, c'est une belle taille, c'est une sacrée responsabilité. Il a une spécificité, ce barreau de Grenoble, c'est que, en fait, il y a beaucoup de personnalités. C'est un barreau qu'on m'avait dit atypique, et d'ailleurs on m'avait dit oh ma pauvre. Donc, alors qu'en fait ça se passe extrêmement bien et qu'il n'y a pas d'antagonisme particulier entre les confrères et le caractère institutionnel. Donc le bâtonnier est élu pour 2 ans, donc sur un programme. Ce programme vise à apporter des modifications, des modernisations. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de ce programme. Et puis, il y a les fonctions régaliennes aussi du bâtonnier. Ces fonctions régaliennes, c'est quoi? C'est essentiellement de la déontologie, de la discipline, parce que on est interrogé, on peut être saisi par des clients qui sont pas contents de leur avocat, on peut être saisi par des avocats qui sont pas contents de leurs clients, parce qu'ils sont harcelants, parce qu'ils payent pas, parce qu'il y a plein de raisons aussi. Pour des avocats contre les avocats, des relations magistrat-avocat, avocat-magistrat. Donc voilà, on représente la déontologie et on doit la faire appliquer. Il y a aussi l'aspect disciplinaire qui est la sanction des comportements abusifs qui sont reprochés à certains confrères et donc il nous incombe. Il n'y a pas d'autorité tiers, ça fait partie de nos pouvoirs d'autorégulation. Et c'est important le pouvoir d'autorégulation et c'est important aussi d'exercer tous les pouvoirs d'autorégulation parce que si nous ne nous autorégulons pas, d'autres le feront à notre place. Donc c'est important que le bâtonnier fasse de la discipline. C'est important qu'il fasse respecter la loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est important le RGPD. C'est important de faire des contrôles de compta, des contrôles d'heures de formation. Tout ce qui est du domaine des obligations, c'est important que le bâtonnier soit vigilant sur ces questions et sanctionne le cas échéant. Ou bien on convoque aussi les confrères en leur signalant un certain nombre d'interrogations, d'inquiétudes aussi, parce qu'on est à la fois le père fouettard, mais aussi la mère maternante et consolatrice. Donc en fait, il y a aussi ce double aspect. Alors justement, quand vous avez été élu, vous aviez un programme que vous avez appliqué déjà en 2024. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez d'ores et déjà pu faire et puis sur ce que vous prévoyez d'appliquer pour 2025? Oui, alors j'avais eu l'ambition de réaliser en 2 ans un programme que finalement j'ai fait en 1 an parce que
je suis comme ça, je suis assez entière et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ce qui est, quand je suis arrivée, enfin, c'était par anticipation, j'avais constaté qu'il y avait une vraie souffrance au travail. Alors, ça peut sembler un petit peu surréaliste comment les avocats sont en souffrance. Comme si on avait une cape d'invincibilité et que rien ne nous atteignait et qu'il faut être de bonne humeur du matin jusqu'au soir, complètement disponible à 200%, y compris lorsqu'on nous interroge pour la 10e fois sur le même sujet, ou bien qu'on a des difficultés avec, je sais pas moi, un confrère, un magistrat, etc. Donc, une vraie souffrance au travail. Pourquoi? Parce que les conditions du travail ont complètement évolué depuis, je dirais, 10-15 ans. Je parle même pas de la période Covid qui, évidemment, a beaucoup changé les choses. Mais de plus en plus, il y a des transferts de compétences. Notamment, le palais de justice organisait beaucoup dans les audiences, etc. Et maintenant, il y a beaucoup de tâches qui sont transférées vers les cabinets. Il y a toute la dématérialisation qui parfois pose de grosses difficultés. Quand ça marche, tout va bien, mais quand ça marche pas, tout bloque. Il y a des réformes. On a eu aussi des périodes de réformes là qui étaient juste très compliquées à absorber, à vivre, à intégrer, à absorber, mais aussi à enseigner à nos personnels, parce que dès qu'on fait une bêtise, c'est la responsabilité civile qui est engagée. Et nos responsabilités civiles, c'est quand même quelque chose de très important. Et moi, je suis très très vigilante là-dessus, parce qu'en fait, il y a plus que 2 sociétés qui veulent nous assurer, de sociétés qui veulent nous assurer, et qui en fait, à partir du moment où les contentieux explosent, on risque de ne plus être assuré. Donc, c'est très très vigilant. Voilà, oui, il y a une vraie souffrance au travail, les charges sont très importantes, les heures de travail sont colossaux, la semaine de 35 heures, on ne connaît pas. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Alors, ce que j'ai mis en place déjà puisque ça n'existait pas du tout. On n'en avait jamais parlé, du moins au barreau de Grenoble, alors que ça existe depuis plus de 20 ans dans les entreprises. Une commission qualité de vie au travail. Vous savez, donc il y a le bâtonnier, le conseil de l'ordre, 18, président de commission et les commissions. Et parmi ces commissions, j'ai créé notamment la commission qualité de vie au travail, qui réfléchit sur tous les moyens de rendre le travail plus confortable. J'ai créé une cellule qui s'appelle Help Avocat, qui est une cellule composée d'avocats honoraires et qui sont disponibles, puisqu'en fait ils travaillent plus, qui sont disponibles, qui ont encore plein de savoir, qui ont encore plein d'envie, et surtout qui ont envie d'aider les jeunes générations. Et je trouve que c'est important aussi de créer un pont entre les générations. C'est important aussi parce qu'on risque pas de retrouver l'avocat honoraire en face comme adversaire. Donc il y a une question de neutralité, puisqu'il peut paraître aussi extrêmement important quand vous avez 6 mois ou 2 ans de barre. Au bout de 25 ans, vous dépassionnez, vous regardez les choses autrement, et donc voilà, vous pouvez aussi, parce que des nuits blanches, comme jeune avocat, on en a même quand on est plus jeune avocat d'ailleurs, mais voilà, ça permet de dépassionner, rien que le fait de partager. Donc, cellule Help Avocat, il y a une cellule de psychiatre aussi qui a bien voulu répondre présent. Pour moi, il n'y a rien de plus insupportable que lorsque vous n'allez pas bien et que vous êtes prêt de craquer, on vous dit je suis désolé, mais je prends pas de nouveaux patients, je pouvais pas l'entendre, ou bien venez dans 6 mois, quand il y a urgence, il y a vraiment urgence. Donc voilà, on a créé différentes strates. On fait beaucoup de formations aussi sur le burn-out, la prévention du burn-out, la gestion du stress, la gestion de l'agressivité, la communication non violente. Met en place les petits déjeuners de la QVT qui sont des retours d'expérience. Rien que le fait de partager ces difficultés permet de dégonfler un petit peu ces difficultés, puis surtout de se sentir moins seul. Et puis là, j'ai mon projet crèche aussi. J'ai acheté des locaux juste à côté de la maison de l'avocat. Une micro-crèche. Une micro-crèche, exactement. Voilà. Donc, plein de choses. Et puis, j'en oublie sans doute encore plein, parce que ça a été très, très actif. Et puis c'est vrai que les idées viennent. Alors, moi, j'ai lancé le sujet et qui va se nourrir aussi d'année en année avec mes successeurs et avec d'autres propositions. Mais c'est extrêmement important parce que on a, comme je vous le disais, on a l'impression qu'on est un métier dont on est libéral, donc on est libre, mais on est surtout libre d'organiser son temps, et encore. Et on est surtout, la liberté, c'est quelque chose auquel on est attaché, mais ça peut être aussi des chaînes, parce que les charges sont très importantes. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'il y a une grande désaffection du métier d'avocat actuellement. Il faut savoir qu'avant 10 ans, vous avez 33% des avocats qui arrêtent. D'accord, c'est colossal. C'est absolument colossal.
Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui commencent et qui, au bout de quelques années, plient parce que c'est un équilibre vie perso, vie pro qui est un petit peu compliqué, qui peut être compliqué. Donc c'est pour ça que j'essaye de faciliter cet équilibre. Puis c'est vrai que les jeunes générations ne veulent plus transiger, hein. Finir à 22h le soir, c'est terminé. Hein. Ouais. Et ils ont peut-être raison, on est peut-être allé un peu trop loin nous aussi. Donc à chaque mouvement, un pendulaire. Bascule, on passe peut-être d'un extrême à l'autre. Exactement, nécessairement, la voie c'est l'équilibre, hein. La voie du milieu c'est l'équilibre, il y arrivera peut-être un jour. Du moins, donc c'est important de pouvoir aussi gérer les contraintes de la profession avec de nouveaux paradigmes et de nouvelles envies. Et donc, je pense que cet équilibre, il est possible parce que c'est un métier plus formidable de la Terre. Hein. Donc, on a la possibilité effectivement de choisir ses dossiers, de choisir ses clients, de choisir ses thématiques, de choisir aussi peut-être en certaines périodes de travailler plus, de travailler moins en fonction de nos disponibilités, nos possibilités familiales, personnelles. Mais tout ça est aussi du domaine aussi fois utopique. Alors pour en 2024, donc vous avez notamment chez la qualité de vie au travail, vous avez aussi accès sur la communication, oui. La cybersécurité oui. aussi pour protéger plus les alors, je vais parler, oui, je vais développer peut-être un petit peu sur la communication. On était un peu à l'âge de pierre. Et je jette pas du tout la pierre pour le coup à qui que ce soit, dans la mesure où chacun fait comme il peut et va avoir aussi, quand vous avez 3 mois de grève, c'est plus difficile en tant que bâtonnier aussi pour lancer des dynamiques et des projets. Mais c'est vrai qu'on n'était pas on communiquait pas. On était un peu dans notre tour d'ivoire en nous disant on viendra nous chercher, sauf que c'est fini ce temps-là. Donc moi j'avais à cœur de développer ce qu'on a un savoir énormissime. Grenoble est une ville absolument extraordinaire pour ça. On a un tissu économique, scientifique, technologique, économique, ça devrait être une pépite. Et c'est une pépite. On a une fac extraordinaire, hein, l'UGA est très très bien classée au niveau mondial, donc on a vraiment des atouts. Mais nous, avocats, on est un peu dans notre tour d'ivoire, donc ce qui est important, c'est le savoir, mais aussi le faire savoir. Donc, vous voulez reconnecter les avocats important. Voilà, c'est mon projet 2025. Donc, c'est aussi de remettre la place de l'avocat dans la cité. On n'est pas que quelqu'un qu'on va voir en dernière limite quand on a des difficultés. Et souvent, ça commence. Nous sommes des conseils. Avant toute chose, et peut-être qu'avant de signer un contrat de crédit pour lequel vous allez vous en prendre pour 25 ans, ou peut-être acheter, je sais pas moi, une voiture un peu, je sais pas, ou bien, voilà, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les conséquences dans mes choix? Et ça peut être extrêmement important. On y pense quand on va parler en matière successorale ou d'adoption ou de contrat de mariage, mais on n'a pas, nous, en France, vraiment ce réflexe qu'ont beaucoup plus les anglo-saxons d'aller chercher le conseil. Vous savez, c'est comme la médecine chinoise, hein, c'est de la prévention, c'est pas de la guérison. Quand vous guérissez quelqu'un, c'est que vous avez échoué. Voilà, petit à petit, c'est important que ça rentre dans les mentalités. Il vaut mieux payer une consultation que des dizaines, des milliers d'euros peut-être, ou des années de soucis à être vraiment angoissé dans une procédure. Avec des compétences parfois très pointues pour certains. Alors, nous avons à Grenoble un barreau extrêmement éclectique avec des domaines de compétences mais inouïs. Et on va chercher à Paris ou à Lyon en se disant on n'a pas à Grenoble, mais nous avons tous les secteurs les plus pointus, que ce soit le droit des fluides, que ce soit le droit, le RGPD, les associations, la cyber. Nous avons technologiquement les avocats adaptés à notre tissu économique et scientifique. Du fait de cet écosystème notamment. Entre autres, oui. Oui, et puis c'est l'émergence aussi de secteurs de spécialisation. Vous savez, le médecin généraliste, il a vécu aussi, l'avocat généraliste, il a vécu aussi. Donc, et je dirais peut-être même encore plus l'avocat généraliste que le médecin généraliste. L'avenir est à la spécialisation. Pourquoi? Parce que vous avez une inflation législative qui est colossale, on peut pas tout savoir. L'inflation jurisprudentielle énorme. Alors, on a beau avoir des banques de données, etc., etc. Moi, je pense qu'on n'est jamais aussi bon que si on est spécialisé dans un domaine particulier. Moi, on vient de voir en droit de la construction, je renvoie vers un confrère, droit fiscal, encore moins. Voilà, il y a des spécialistes en tout, et je préfère que le conseil soit juste, réponde à la question du client,
plutôt que de non, on s'érige pas technicien, et nous sommes des techniciens. Donc ça, c'était sur la communication. Et dans la communication, alors il y a la communication interne. J'ai créé ce qui s'appelle un webzine, qui est toutes les semaines, qui commence par le mot de la bâtonnière, l'agenda de la bâtonnière, parce que moi, je tiens à ce que toute la transparence à l'égard des confrères qui m'ont élu, hein, c'est à mon âge, je leur dois des comptes. Et donc, ça me permet d'attirer, de garder le lien aussi, parce que sur les 610, 630, je connais pas forcément tout le monde. Il y a quand même beaucoup de conseils les anciens conseils, donc des avocats juridiques, qui sont, par exemple, montage de société, etc., qui viennent pas au palais. Moi, je connais beaucoup ceux qui sont au palais. Et donc, qui permet de garder un lien, de faire passer aussi des messages, de faire de la prévention, d'attirer l'attention sur certains sujets. Donc ça, c'est le webzine, un magazine qui fait à peu près 25 pages toutes les semaines, avec tous les formations, le programme des commissions. On annonce les événements, les save the date pour vraiment anticiper, parce que nous, c'est toujours la course contre notre agenda. Donc voilà, et donc ça, c'est la communication interne. Et puis la communication externe qui est sur les réseaux sociaux. Donc j'ai embauché un communicant, un alternant en communication, parce que je trouve que c'est bien aussi de donner sa chance aux jeunes. Et donc qui crée toutes ces petites vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, j'ai du retour, hein, qui sont bien vues. Hein. Chaque vidéo, c'est à peu près 1500, 2000 vues. Donc c'est un avocat, une question, une minute. Un avocat, une question, une minute. Pour moi, c'était important aussi de promouvoir précisément le savoir-faire grenoblois. Et donc, on choisit. Alors, je fais des appels un petit peu à candidature. Et donc, les confrères viennent présenter un sujet qui leur tient à cœur, soit qui leur tient à cœur, soit qui est d'actualité, soit qui répond aussi à des questions récurrentes dans leur secteur d'activité. Donc, voilà, c'est un petit format. Je trouve que c'est important aussi qu'on ait du visuel, hein, parce qu'on lit de moins en moins et on lit en transversal et des choses de moins en moins longues, dans la grande majorité des cas. Hein. Donc, c'était important pour moi de faire un tout petit format et ça permet de montrer que l'Ordre des avocats est particulièrement au fait des savoirs et de promouvoir aussi, si possible, les jeunes confrères. Donc voilà, un petit peu. Donc ça, c'est très bien reçu. Donc on est présent sur les 3 gros réseaux sociaux. Ça nous permet aussi de communiquer ce qu'on fait dans les autres barreaux, puisque je vous disais, nous sommes le 15e barreau de France, donc ça peut donner aussi des idées aux autres quand on fait un événement particulier ou quand on crée quelque chose d'un petit peu atypique. Ça permet de promouvoir aussi notre barreau et donc voilà. Et puis votre autre question, c'était la cybercriminalité. Nous sommes très vulnérables. Nous étions très vulnérables parce qu'en fait, on considérait que ça n'arrivait qu'aux autres. Sauf que effectivement, nous avons des fonds importants, nous manions des fonds importants puisque la CARPA, hein, qui est la Caisse autonome de règlement professionnel des avocats, dont je suis la présidente. C'est par quoi passent tous les règlements. Voilà, dans un sens ou dans exactement. L'autre. Et en fait, si vous avez gagné votre dossier, j'ai perdu, nous étions adversaires, j'ai perdu, je vous dois de l'argent, ça transite par la CARPA et qui demande un RIB. Donc il y a plusieurs entrées puisqu'à chaque fois ça transite par l'avocat qui l'envoie à son client, qui renvoie, etc. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des détournements de RIB, des falsifications de RIB qui sont bluffants. On ne voit absolument, même un œil exercé ne peut pas. Donc il a fallu mettre en place des process. Des procédures de sécurité. Et puis avec des procédures coffres où on n'envoie pas un RIB comme ça, même d'une boîte mail et une autre, fût-elle sécurisée. On utilise des procédures coffres où l'avocat vient chercher, on envoie un lien, etc. L'avocat vient chercher, dépose des pièces. On essaye de sécuriser parce qu'effectivement, les attaques sont massives. On a eu énormément de parler à un banquier et parler lui du nombre d'attaques ce sont des sommes astronomiques. Alors les banques sont de plus en plus font attention, hein, mais il y a encore des choses qui passent à travers et donc voilà, ça a nécessité. Là aussi, c'est neuf, hein. Donc il faut être constamment sur le qui-vive pour. Donc ça, c'était très important pour moi, mettre en place des process, alors qui peuvent être un peu lourds. Hein, parfois, les confrères sont pas très contents, mais c'est indispensable pour la sécurisation des mouvements, pour notre crédibilité aussi.
parce que au moins en ayant des systèmes de sécurité, les clients savent aussi que l'argent, si vous avez acheté un fonds de commerce plusieurs millions, il est hors de question d'imaginer que l'argent soit dans la nature. Ouais, bien sûr. Alors, lors de la dernière audience solennelle de rentrée, Christophe Courtalon, donc premier président de la Cour d'appel de Grenoble, a estimé qu'il fallait rendre davantage obligatoire la conciliation et la médiation en taclant les avocats. Est-ce que ces critiques vous semblent justifiées? Alors, je pense qu'il s'est adressé à un public beaucoup plus large que celui de la Cour d'appel de Grenoble. Parce que s'il y a, en plus, Valence, c'était à côté de moi, le bâtonnier de Valence, et Valence et Grenoble sont vraiment des fers de lance en matière de médiation. Nous, on n'a pas attendu la loi 2022. On a un centre de médiation qui a été créé en 2020, je crois. Mais je dirais, on a déjà ça chevillé au corps. La loi 2022 qui, pour préciser, impose la médiation. Voilà, avant, elle était suggérée, voire même certains magistrats en faisaient un incontournable de la procédure, mais c'est vraiment la loi 2022 qui vient l'imposer comme étant une étape indispensable dans le process judiciaire. Ça vient du Québec. Je vous rappelle qu'on a eu un ministre de la Justice qui était très proche du Québec, et il est allé, et il a trouvé ça absolument formidable, etc. Mais c'est un processus, c'est déjà un certain nombre d'années qu'on s'acheminait. Nous, on a eu ici, il y a déjà une vingtaine d'années, une présidente de la Chambre sociale qui était Mme Bleuren-Brunner, qui était déjà très très férue de médiation. Elle était un peu zombie à l'époque, mais bon, force est de constater que finalement elle avait raison. Sauf que en cour d'appel, c'est peut-être déjà un peu tard pour imposer la médiation quand vous avez déjà eu peut-être deux décisions où une partie a déjà gagné 2 fois, ça va être difficile de l'amener à transiger. L'idée, on le rappelle, c'est d'alléger aussi la charge qui pèse sur les... Alors, en fait, en tant que processus, paradigme, mettre d'accord les gens, c'est fabuleux. Prendre le temps, discuter, phénomène d'empathie, mettez-vous à la place de l'autre, etc. On discute, mais ça demande du temps. Ça, c'est le processus de médiation. Je trouve, alors, médiation en sciences larges, tout ce qui est phénomène process de conciliation, de réconcilier ou de concilier les parties. C'est merveilleux. Nous, on a toujours eu ça en tête. On a fait de la médiation, comme M. Jourdain faisait de la prose, on faisait de la médiation sans le savoir. Le fait de trouver une solution amiable entre 2 parties, ça a toujours été finalement notre envie. Et donc, ça s'est institutionnalisé. Comme philosophie, c'est extraordinaire, super. Ça suppose des changements de paradigme, ça changement d'appréhension des sujets, de mise en place d'un certain nombre de paramètres. Et puis, il y a la réalité, on ne change pas les mentalités comme ça. Et puis, nous sommes des latins quand même. Il y a un gagnant et un perdant. On est encore dans cette dynamique et on est encore dans ce dualisme. Donc, imposer une médiation à quelqu'un qui a gagné déjà 2 fois parce qu'on est en cour d'appel, c'est plus compliqué. Donc, le président de la cour d'appel, lui, il voudrait mettre des croix dans des cases, et c'est logique, c'est sa fonction. Il est là pour faire avancer parce que la loi 2022 est venue dire peut-être que si on peut trouver des accords, on a moins de jugements à rendre, on a moins d'arrêts à rendre, ça peut faire gagner du temps et il vaut peut-être mieux en perdre pour en gagner derrière. C'est vrai qu'on est dans un système judiciaire actuellement qui est à bout de souffle, faut pas avoir peur de le dire, qui est complètement à bout de souffle, et on essaye de trouver des solutions. Les contentieux sont en augmentation constante partout, dans n'importe quel type de contentieux. Et depuis 2020, beaucoup de contentieux des mineurs, les assistances éducatives, les mineurs délinquants, etc. Les violences intrafamiliales. On a beaucoup de... Si on regarde le nombre d'affaires d'une année sur l'autre, de toute façon, il est nécessairement en augmentation. Donc on peut pas, même en embauchant X milliers de magistrats et greffiers, en fait, les nouveaux magistrats vont venir compenser le retard. Mais ça veut dire qu'on va prendre du retard par ailleurs sur les années. Donc voilà, donc il y a eu cette parole qui à mon avis s'adressait davantage au fait les avocats, il va peut-être falloir vous y mettre. Oui, nous on veut bien, mais on a des clients aussi, et nous sommes la parole de nos clients. Si les clients veulent pas transiger, vous pourrez nous raconter la messe, de toute façon ça marchera pas. Et il va falloir du temps. Et voilà, donc le temps judiciaire, le temps de la volonté des institutions, le temps judiciaire, le temps de changer les mentalités, ce ne sont pas les mêmes temps.
Ouais. Donc voilà. Vous avez participé à une journée d'études à Grenoble sur l'état du droit en France et vous avez notamment pointé les dangers qui menacent aujourd'hui l'état de droit et pointé du doigt, je cite, ceux qui, tout en prétendant le défendre, agissent en réalité à son encontre. Alors, à qui et à quoi faites-vous référence? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, on n'a jamais autant entendu parler de l'état de droit. Jamais autant. Il y a, enfin, et moi, ça m'alerte toujours. Plus on met en avant un concept, et plus on entend, moi je suis un fervent défenseur de l'état de droit, donc sous-entendu des valeurs démocratiques, etc. Oui, mais. Et moi, c'est ce mais qui me fait peur. Et effectivement, on voit des coups de canif dans les valeurs démocratiques. Donc, et particulièrement le système judiciaire est un réceptacle de ces valeurs, des valeurs qu'une société promeut. Et donc, à partir du moment où on voit une restriction dans l'expression des libertés publiques, dans le dysfonctionnement de certaines institutions, dans l'accès de certains au droit, voilà. Là, on peut commencer à s'interroger. On est dans le mais. Donc, certains ont envie de limiter considérablement. Je pense à un système les procédures coffres. En fait, procédure coffre, c'est quoi? C'est en droit pénal. On nous reproche de trop utiliser les nullités. Donc, en fait, voilà, certains ont eu l'idée géniale de se dire, bah voilà, en fait, on va faire une procédure coffre. Les avocats, les méthodes d'enquête, ils sauront pas ce qu'on fait. Ils sauront pas comment on le fait, etc. Ils n'auront pas, parce que sinon, ils vont encore nous soulever des nullités, on y reviendra peut-être. Mais, et d'ailleurs, François de Molins, qui était quand même juste le procureur général près de la Cour de cassation, dit, mais pendant les périodes de terrorisme, on n'a pas utilisé de procédure coffre. Et voilà, est-ce qu'on en a besoin pour lutter contre, là c'est destiné aux narcotrafiquants, la lutte contre les narcotrafiquants qui est très très légitime, la question n'est pas là, mais voilà, c'est de vouloir restreindre des champs de liberté, des champs de liberté fondamentale. Est-ce que c'est systématiquement quelque chose contre lequel il faut lutter, ou est-ce que dans certains cas particuliers, je pense notamment au statut un peu particulier qu'il peut y avoir en Italie, par exemple des témoins, ça c'est complètement à la marge. Qu'il y ait un statut du repenti, qu'il y ait de la protection de témoins, ça me semble indispensable. Mais quand on vient essayer de cacher des pratiques, là, on est déjà dans un système de dérive. Et nous, évidemment, on essaye de le stigmatiser parce que nous sommes... Les droits de la défense sont menacés. Oui, complètement. Mais c'est très très drôle, c'est peut-être point d'ironie. Quand on défend des politiques, ils vont tout de suite dire, est-ce qu'il y a des nullités? Je sais pas, quand ça doit s'appliquer à d'autres, il n'y a plus de nullité. Voilà. Mais, petite pointe d'ironie, mais voilà, non, c'est grave quand on essaye de limiter l'accès à certaines sources d'information, parce que fondamentalement, c'est de l'information. Donc, c'est de l'information, et en plus, cette information, si elle est pas, ces pratiques, si elles ne sont pas régulières, elles sont sanctionnées par le code pénal et le code de procédure. C'est pas nous qui faisons, qui décidons du jour au lendemain. C'est qu'il y a des pratiques. Voilà. Il y a le code de procédure pénale est précisément là pour encadrer les pratiques. Et ce sont ces pratiques qui nous gardent. C'est comme des garde-fous. C'est voilà ce que les policiers ont le droit de faire, les enquêteurs ont le droit de faire, le juge a le droit de faire. Et si c'est pas bien fait, eh bien, on a le droit de soulever que ça n'a pas été bien fait. Est-ce que c'est pas aussi un moyen, finalement, de se défausser face au manque de moyens de la justice qui parfois entraîne des problèmes Évidemment. On essaye de pallier aux difficultés concrètes. Vous savez, l'un des plus petits budgets du budget national. Donc, on marche parfois avec des trombones et des élastiques. Mais il faudra peut-être un jour se poser la question. Les gens vous se mettent, mais on a la justice qu'on mérite, dans la mesure aussi où on a l'un des plus petits budgets en Europe. C'est le plus petit budget du budget national, mais en plus, c'est l'un des plus petits budgets en Europe. Donc voilà, les dysfonctionnements. Et c'est pas le gouvernement d'hier ou d'avant-hier, c'est depuis déjà fort longtemps. Donc, oui, on essaye de trouver des solutions. Puis vous savez bien qu'on est aussi dans un discours sécuritaire, donc aussi on donne à manger
dormez bonnes gens, nous veillons sur vous, quoi. Donc, on essaye de trouver des solutions qui n'en sont pas, parce qu'elles sont attentatoires aux libertés fondamentales. Donc, quand on parle de l'état de droit et des coups de couteau dans l'état de droit, on y est là, complètement. Pour revenir sur le thème de votre thèse, la dépénalisation, au service justement un instrument au service, un instrument au service du droit pénal. Merci. Alors on a eu récemment Éric Piolle, maire de Grenoble, qui a défendu la dépénalisation du cannabis, en l'occurrence la consommation de cannabis. Mais de manière générale, en quoi cette dépénalisation pourrait ou non servir le droit pénal selon vous? Alors, la dépénalisation, c'est un système beaucoup plus vaste. C'est tout ce qui sort du système pénal pour être appréhendé par d'autres champs. Moi, je crois ni plus ni moins que ce qui est du domaine des stupéfiants. Moi qui fais du droit routier, conduite sous l'usage de stupéfiants, c'est tous les jours que je reçois des clients qui sont rendus coupables, ou à tort ou à travers, mais de cette infraction. Et moi, je l'aborde pas sur un plan moral, je l'aborde sur un plan médical. La dépénalisation, pour moi, ce serait une hérésie, mais vraiment. Une hérésie, c'est un message fort envoyé à un vrai problème de politique sociale. Oui, exactement. Moi, je vois des jeunes qui ont fumé pendant plusieurs années à raison d'un ou deux joints par jour. Ça tourne lentement quand même. Il y a tout cet aspect médical qui n'est pas pris en compte. Puis finalement, c'est déplacer le problème un peu plus loin. Et puis, je dirais, c'est un problème politique. Il y a des pays qui ont dépénalisé, qui ont repénalisé aussi, il faut le savoir aussi. Donc, je pense que on déplace un peu le problème, parce que de toute façon, la dépénalisation du cannabis a supposé qu'elle stoppe les trafics, ce dont je doute très très fortement. Auront toujours des conséquences sur les comportements. La conduite sous l'usage de stupéfiants sera jamais dépénalisée. Donc, c'est donner un droit d'un côté pour mieux le reprendre de l'autre. Je suis pas sûre que ce soit vraiment très cohérent. C'est envoyer un message fort sur la santé des jeunes qui me semblerait extrêmement préjudiciable. Et puis on va dépénaliser le cannabis. Puis après, de toute façon, il y aura le trafic de coke et autres substances. Donc, moi, je suis pas convaincue du tout. Je pense que tout passe par l'éducation, la prévention. Oui. Alors, comment voyez-vous l'évolution de la profession d'avocat dans les prochaines années, en particulier avec l'essor des nouvelles technologies et également de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu, je crois, un colloque qui s'est tenu le 11 décembre dernier à la Maison de l'Avocat. Comment je vois? Alors, actuellement, pour toutes les raisons qu'on a indiquées, nous ne sommes pas vraiment en odeur de sainteté par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, ce qui nous avait valu de prendre un certain nombre de motions, précisément pour rappeler que les libertés fondamentales sont là pour être appliquées pour tous et au service de tous. Donc, on a dû muscler un petit peu le discours. Gérald Darmanin, dès qu'il est arrivé, a parlé de l'embolisation du système judiciaire par les avocats, comme si les avocats étaient la cause de tous les maux du système judiciaire. C'est un peu de la stigmatisation et c'est être un peu le bouc émissaire. Donc, je vous dirais pas qu'on vit nos heures de gloire actuellement, ou peut-être que si, précisément, parce qu'on rappelle que nous sommes de fervents défenseurs de l'état de droit. Et donc, comment je vois à chaque, je dirais presque chaque génération doit s'adapter. Là, on a l'IA. Pour moi, c'est un instrument. De la même façon lorsque le train est arrivé, une partie de la population pensait qu'on allait être amputé des jambes parce qu'on n'allait plus marcher. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Lorsque les ordinateurs sont arrivés, on a dit bientôt on allait être amputé du cerveau parce qu'on n'allait plus réfléchir. Je pense qu'il faut s'en servir comme d'un outil. C'est un outil. Donc moi, je sais que je fais des recherches. Alors ça m'amuse pour l'instant. Le but étant de savoir, ça a déplacé les techniques de travail. C'est-à-dire que il faut savoir prompter, il faut surtout vérifier le produit. Mais on passe peut-être plus des heures et des heures à chercher, encore que de toute façon, ça suppose quand même d'avoir une maîtrise de l'outil. Aller plus loin dans la recherche et de manière différente. Exactement. C'est qu'un outil, il faut pas en avoir peur, c'est un outil. Voilà. D'abord, on l'a déjà intégré, on utilise l'IA au quotidien sans le savoir forcément. Donc après, on en fait une espèce de diabolisation.
Moi, je fais beaucoup de formations à l'ordre avec des techniciens qui viennent apprendre par groupe de 25. On amène notre ordinateur et qui démystifie un petit peu aussi l'IA comme étant la fin de l'humanité. Hein. Non, non, à partir du moment où l'IA occupe et permet rapidement de pouvoir accéder à l'information, non, j'ai pas peur. Donc, on va l'intégrer au plan de la profession. Ça va nous rendre permettre aussi plus accessible par rapport à la doctrine ou des choses comme ça. Oui, mais il y a déjà des legal tech, il y a déjà tout le monde, il y a déjà plein de gens qui ont travaillé sur ça, il y a déjà des banques spécialisées et qui utilisent l'IA. Effectivement, ça va très très vite, hein, c'est juste impressionnant. Mais derrière, faut pas se laisser aller à la facilité, faut vérifier ses sources. Moi, j'ai déjà trouvé des arrêts de jurisprudence totalement fantaisistes. Donc, il faut aller les chercher. Mais ça va pas nous empêcher de penser, ça va pas, je pense, baisser notre créativité. Ça ne remplacera pas le contact humain d'un client avec son avocat. Ça ne remplacera pas la communication. Ça ne remplacera. Pour moi, c'est un outil. Au même titre. On nous a pas posé la question quand les premières banques de données sont arrivées. Est-ce que ça va changer LexisNexis, Dalloz, est-ce que ça va changer? Non, à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de raison non plus, ça va plus vite. C'est peut-être pour ça et ça change nos méthodes de travail, mais on forme à l'école des avocats, les jeunes sont déjà totalement formés, nous formons, je vois, voilà, comme dans tout métier, on va apprendre à s'en servir. Et puis c'est très bien, c'est un nouvel outil. Quel message, justement, vous voudriez adresser aux jeunes avocats qui débutent dans ce contexte à la fois de stigmatisation, on peut dire, et de nouvelles Oui, alors la stigmatisation a vite se calmer. Hein. Moi, je dirais à un jeune confrère, et c'est ce que je leur dis, puisque je les reçois, puisque les promotions tous les ans, hein, et que je fais dans les cadres des 2 premières années, j'essaie de les recevoir assez régulièrement. Vous avez embrassé la plus belle carrière du monde, mais attention, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, soyez préparés, soyez confiants, n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur, et arrêtez d'avoir peur de tout. D'ailleurs, c'est un peu mon gimmick pour tout le monde. Vivez vos désirs, vivez votre envie du métier, vivez-le bien, vivez-le pleinement. Et arrêtez d'avoir peur. Alors oui, c'est un métier contraignant. Nous sommes encadrés par des règles, par des articles du code, par une déontologie, par le règlement intérieur national, etc. Mais dans ce corpus-là qui est absolument indispensable pour précisément pouvoir garder cette liberté, il faut qu'elle soit encadrée dans des règles. Dans ce corpus-là, mais vous avez un champ, vous pouvez traiter les dossiers que vous voulez, dans les secteurs que vous voulez, le client que vous voulez. Oui, alors il y a des contraintes financières, il y a des contraintes, mais la vie est contrainte. Hein, mais justement, il faut s'abstraire de ces contraintes pour aller chercher l'enthousiasme, pour aller chercher ce sel. Nous avons une profession dans laquelle il n'y a donc pas de sel. Oui. Alors, relevé même. À une échelle un peu plus large et sur un plan peut-être plus personnel, vous avez récemment rédigé une lettre ouverte pour dénoncer, je cite, l'effacement progressif des femmes dans la société afghane voulu par les talibans. Oui. C'est un courrier qui a été soutenu par plusieurs centaines de bâtonniers et anciens bâtonniers. Oui. Pourquoi cette démarche? Alors c'est à titre personnel. Parce que je suis partie de l'idée selon laquelle moi je suis une femme du XXe siècle. J'ai eu la chance de faire des études, vous l'avez rappelé. J'ai eu la chance de faire des études, d'être avocate, d'être bâtonnière. Et je trouvais qu'il y avait un silence assourdissant autour de l'étouffement progressif de la femme par les talibans. Et il y a eu un moment de ras-le-bol. Il y a eu un moment comme si, voilà, de non-retour, de colère interne. Et je me suis dit, et puis aucune réaction au plan politique, au plan social, au plan associatif. Donc je me suis dit, si nous, avocats, qui avons la liberté de la femme à la bouche, hein, la liberté de l'homme aussi, mais on parle beaucoup aussi des violences intrafamiliales, de la liberté de la femme, etc., etc. Mais si nous, on l'incarne pas, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est légitime à pouvoir parler des droits de la femme devant le magistrat dans nos dossiers si on reste complètement indifférent au sort
de femmes, alors qui sont certes à quelques milliers de kilomètres, mais qui sont actuellement... je faisais la poule a plus de droits que la femme la femme afghane actuellement sous le régime des talibans. Elle peut circuler librement, elle peut aller voir ses copines, elle peut aller cacter, etc., etc., ce qui n'est pas le cas de la femme. Et voilà, il y a eu un espèce d'étouffement au moment où on a appris que celle-ci, parce que c'est l'application d'un code Pashtun-Wali, enfin c'est féodal, donc qui est l'évincement de la femme, voilà, qui est la place dans la société. Il va peut-être même plus loin que ce qui était appliqué auparavant. Peut-être, je sais pas, j'ai pas au Moyen Âge, mais on voit, c'est très cyclique, hein, mais même sous l'État, avant le régime qui était en place il y a 3 ans, potentiellement les femmes pouvaient être présidentes de la République. Alors il y avait des femmes avocates, il y avait des femmes médecins, c'était pas non plus extraordinaire, mais il y avait cette possibilité. Il y a je ne sais plus combien de millions, je crois, je vais pas me dire de bêtises, d'Afghans et d'Afghanes qui sont partis. Et on a beaucoup aussi, moi je suis en contact avec des avocates afghanes qui peuvent pas exercer en France. Hein. Il y a eu beaucoup de chirurgiennes qui sont parties. Enfin, la population qui a senti ce qui allait se passer en 2021 a pris la poudre d'escampette très très rapidement. Et derrière, on a l'impression que les règles deviennent de plus en plus contraignantes, mais dans l'indifférence totale. Plus droit à l'école, après l'école primaire. Donc, pas d'études, etc. Pas le droit d'être soigné que par des femmes, sauf qu'il n'y a plus de femmes médecins, elles n'ont plus le droit d'exercer. Pas le droit de discuter, pas le droit, alors, tous les commerces sont fermés, les instituts de beauté, les hammams, etc., les salons de coiffure, pour évidemment les museler, hein. Et donc, jusque dans les endroits de prière, pas le droit de chanter, pas le droit de parler en présence d'un homme. Même pour aller faire les courses, il faut quand même être en présence d'un homme. Non, évidemment, alors pas de téléphone, pas de smartphone, ou très peu. Mais il y a une très très grande résistance dans la communauté afghane, et je suis rentrée en contact avec des associations qui font de la scolarisation secrète via des moyens, via la radio notamment. Et donc voilà, je suis partie, et donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi avec 5 bâtonnières qui me sont assez proches. Je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'en peux plus, si voilà, je veux faire une lettre ouverte. Puis on verra bien, c'est peut-être, je suis pas dupe, hein, ça va pas arrêter les talibans. Hein. On n'a pas cette naïveté-là. C'est une façon de résister, d'une certaine façon. C'est une façon de sensibiliser. De faire entendre sa voix. Alors, le but, la dynamique, c'est sensibiliser. Faire de la sensibilisation, parce que, à part 2-3 articles dont on voit sur les réseaux sociaux, hein, je sais plus, je crois, il y a un journal qui en a parlé. Je sais pas si c'est pas les Échos, enfin je sais plus quel. On oublie un peu finalement ce qui se passe, sorti de l'actualité, sorti des radars. Complètement. Donc si on n'est pas là à réactiver, moi je trouve que c'est très inquiétant. C'est très très inquiétant de ne pas parler de choses aussi dramatiques que l'effacement de la moitié de l'humanité, quoi. Enfin, et avec si on n'en parle pas, avec le risque que ça fasse boule de neige, parce que on le voit quand même, on parle beaucoup du droit de la femme, mais quand même sur le plan, regardez l'avortement dans certains pays, regardez, on a l'impression quand même qu'on est dans un système de régression. Et donc, voilà, c'est venu de ce ras-le-bol. Donc finalement, j'ai écrit cette lettre ouverte. On en a discuté entre nous, et puis oui, il y a plus de 155 bâtonniers qui l'ont. J'ai envoyé aussi à l'Assemblée nationale, quelques députés, sénateurs aussi. Bon voilà, l'idée c'est de sensibiliser, et aussi le deuxième pan, c'est aussi d'infiltrer et de dire à ces femmes, vous n'êtes pas toutes seules, nous on est là en tout cas et on vous soutient. Et je pense que c'est important aussi que parce que là, les crédits américains ont été coupés, hein, les crédits français aussi pour tout ce qui est scolarisation, etc., ont été coupés. Ça devient extrêmement difficile, très très difficile, puisque les budgets. Donc voilà, il y a des périodes de plus en plus difficiles. Puis je vais vous faire un scoop. Le 8 mars, dans le cadre de la Journée de la femme, un collectif de bâtonnières, nous avons créé Nos Voix pour elles, VOX.
LE2LES, qui va avoir pour mission d'attaquer juridiquement, puisque nous sommes quand même avant tout des avocats, peut-être de dénoncer des conventions internationales qui ne sont pas respectées, et pour essayer d'apporter notre petite part à nous dans ce grand débat et dans ces grandes questions, parce que c'est aussi l'avenir de l'humanité qui est en question. C'est aussi une façon pour vous d'être en phase avec vos vœux dans ce début d'année. Vous appelez un monde plus humain et plus humaniste. Oui, alors je suis peut-être un petit peu naïve, hein, mais ça c'est bien aussi la naïveté. Ça commence par nous-mêmes, hein, à savoir d'essayer d'avoir des relations plus apaisées, peut-être plus dans l'empathie et peut-être plus dans j'ai l'impression que tout va très 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 vite, que beaucoup de gens lâchent parce que, ou au contraire se rigidifient dans leur position parce qu'ils sont plus en phase. Donc respirez, tout va bien se passer. Et donc vivez vos désirs et pas vos peurs. Donc soyez plus humains, les uns avec les autres. On commence par là peut-être. Ouais. Et pour finir peut-être sur une note un peu plus légère, vous avez contribué à lancer une nouvelle chorale, la Vocalise, qui vous voulez qu'on finisse en chanson? Vous ne ferez pas chanter, hein. Et pourquoi pas? Donc, oui, la Vocalise, oui, c'est une chorale. C'est pareil, hein, création dans le cadre de la commission de la qualité de vie au travail. Ça participe du vivre ensemble. Alors, ça a plein de bénéfices, hein. C'est le fait aussi pour nous de poser notre voix. Et c'est important, notre voix, hein. C'est notre outil, hein. De savoir poser sa voix, de savoir respirer, et puis de savoir partager un moment ensemble. Donc, plein de bénéfices. Très bien, merci Madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.